Sylvie, on se réjouit grandement de t'entendre. Alors, merci beaucoup Olivier. Et puis, ça me fait effectivement plaisir de partager ce temps avec vous et de discuter avec vous sur des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est tout bon, vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint? Parfait. C'est parfait, oui. Donc, voilà, je vous propose de travailler pendant 45 minutes sur la question de l'articulation entre accompagnement, progression, évaluation dans les stages, et puis de réfléchir un peu les uns et les autres, entre nos cadres institutionnels respectifs et les trajectoires individuelles, à la fois des stagiaires qu'on accompagne, mais peut-être les nôtres aussi en tant que formateurs, comment est-ce qu'on travaille avec tout ça? Donc, comme l'a dit Olivier, j'aime bien les conférences, moins devant Zoom parce que des fois c'est un peu moins riche en termes d'interaction, mais n'hésitez pas à réagir et à poser les questions qui vous sembleraient nécessaires pour bien qu'on puisse ensuite échanger autour du propos. Alors, j'ai prévu une conférence en 4 temps. Un premier temps, juste pour positionner un tout petit peu le propos, qu'est-ce que j'entends par progression dans les stages professionnalisants? Comment on gère à la fois les exigences de nos dispositifs de stage face aux singularités des stagiaires qu'on accompagne? Comment est-ce qu'on pense l'accompagnement de nos stagiaires? Et puis, pour vous proposer une approche auquel moi-même et mes collaborateurs de mon équipe de recherche à Fordance, donc apprentissage, formation et développement professionnel dans l'enseignement, on essaie de réfléchir depuis quelque temps. Et donc, c'est une approche qu'on qualifie en guillemets, depuis l'intérieur de l'activité des stagiaires. Mais je m'en expliquerai un peu plus tard. Alors, tout d'abord, la progression dans les stages professionnalisants. Alors, cette notion de progression euh, repose sur un équilibre, en fait, entre, d'une part, on pourrait dire, les attentes institutionnelles d'un côté et les trajectoires individuelles de l'autre. Comment est-ce qu'on pense cet équilibre en sachant que, voilà, on va toutes et tous avoir des objectifs en lien avec le stage qu'on accompagne, on va avoir tout un temps d'accompagnement et qui aboutit sur évidemment des évaluations formatives et certificatives, la plupart du temps des stages qu'on accompagne. Et donc, en même temps qu'on doit tenir d'un côté les attentes institutionnelles et les trajectoires individuelles, eh bien, on va se retrouver, en tout cas pour ma part, dans l'enseignement, avec la nécessité de prendre en compte différentes dimensions qui vont en fait se superposer, monter en abîme, et qui sont, alors quand on est dans l'enseignement, d'une part, les enjeux et les problèmes d'apprentissage qui vont être ceux des élèves. On a des stagiaires qui sont en stage avec des élèves et ils vont avoir à comprendre, à appréhender ce que les élèves ont de la peine à comprendre et pourquoi. Et ils vont devoir évidemment l'articuler avec cette profession d'enseignante dans laquelle ils sont en train de s'exercer, mais qui a elle-même des problèmes de métier. Qu'est-ce qui est complexe à enseigner et pourquoi? Et finalement, moi qui viens en tant que formatrice, je rajoute encore une couche à déjà deux problématiques différentes, les problèmes des élèves et les problèmes de métier des enseignants. Et je rajoute encore la problématique, cette fois-ci, des problèmes de métier de formateurs ou formatrices. Et je dois finalement me poser des questions sur ce à quoi il est difficile de former les stagiaires et pourquoi. Et tous ces différents aspects sont indissociables. Et finalement, c'est pas toujours simple pour moi au moment de l'accompagnement des stagiaires. À quel moment je vais les accompagner à plutôt s'intéresser aux problèmes d'apprentissage des élèves? À quel moment les problèmes d'apprentissage des élèves, je vais les mettre aussi en lien avec les problèmes de métier des enseignants? Et puis à quel moment je passe sur le registre, cette fois-ci plutôt, de qu'est-ce qui est difficile à apprendre dans ce métier pour lequel le stage se déroule et ce à quoi finalement moi en tant que formateur ou formatrice je vais avoir des difficultés à former. Alors il y a des collègues qui se sont posés ces questions bien avant moi et je pense notamment à la petite brochure du Centre Alain Savary qui s'intitule Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir tous les élèves, qui pose bien cette problématique en disant qu'en tout cas, par rapport aux formations à l'enseignement, il y
n'aurais pas la didactique d'un côté, la didactique professionnelle de l'autre, les savoirs à enseigner, les savoirs pour enseigner qui s'opposeraient, mais comment est-ce qu'on va penser en tant que formateur leur combinaison, leur articulation pour constituer finalement un milieu d'apprentissage ou un milieu de formation qui soit le plus riche possible pour faire entrer non seulement les élèves dans leur métier d'élève, mais aussi les futurs enseignants, nos stagiaires, dans leur métier d'enseignant. Et donc, tenir ces trois dimensions ensemble, en tout cas pour moi, en tant que formatrice, ça me pose toujours un certain nombre de problèmes. Notamment, ça me pose des problèmes parce qu'aussi, il va falloir que je jongle en tant que formatrice entre les exigences de mon dispositif de formation et les singularités des stagiaires. Parce que finalement, évaluer la progression de stagiaires dans un dispositif, je vais devoir à la fois juger des transformations de compétences pratiques des stagiaires, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans une classe qu'ils n'étaient pas capables de faire avant, mais je vais devoir aussi juger de la progression des compétences réflexives et en plus dans un monde où les pratiques professionnelles de référence évoluent et donc évidemment celles liées au stage évoluent également. Donc ces compétences-là ne sont pas stabilisées une fois pour toutes, elles bougent et elles bougent au fur et à mesure, en tout cas pour ma part, dans les formations à l'enseignement, que les stages prennent place. On a différents stages dont les objectifs, modalités, contenus et temporalité évoluent. Et donc, chaque stage a ses objectifs. Et puis, de l'autre côté, j'ai des stagiaires qui ont chacun une trajectoire individuelle. Et évidemment, il va falloir que j'essaye de faire coïncider l'engrenage de mon dispositif de stage avec la temporalité que rencontre chaque stagiaire dans sa trajectoire de développement professionnel individuel. Et donc, il y a pour moi un défi à articuler ces deux dynamiques et une problématique à comment je pense à la fois une sorte de progression qui serait évidemment abstraite et idéale parce qu'elle est prévue par un dispositif de formation qui pense ça depuis le dispositif de formation, et de l'autre côté, la progression réelle, concrète et différenciée de la personne qui se forme et qui, elle, voilà, a une temporalité qui est vraiment liée à sa trajectoire individuelle. Et il me semble en tout cas que c'est la manière dont aujourd'hui je représenterai ce qui me pose problème dans cet accompagnement des stages, parce que toutes ces dimensions-là et leur articulation est compliquée. Alors, du côté des formations à l'enseignement, j'aime beaucoup recourir à ce petit modèle qui a été construit par mes collègues Lionel Dechamboux et Brina en 2017. Finalement, en tant que formateur ou formatrice, je vais avoir un certain nombre d'entretiens tout au long du processus de formation. Mais ce processus de formation, en quoi est-ce qu'il consiste en tant que formateur qui l'accompagne? Eh bien, il va me falloir tout d'abord observer mon stagiaire ou ma stagiaire en train d'enseigner et comment est-ce que je vais relever des indices, des stratégies qu'utilise mon stagiaire, comment je vais m'intéresser à ses comportements, à la manière dont elle s'engage par rapport à l'apprentissage des élèves, etc. Donc, je vais devoir d'abord récupérer un certain nombre d'observations sur l'enseignement de mon stagiaire. En lien avec ces observations, il va bien falloir que je définisse un ou des objectifs de formation, puisque mon activité, effectivement, va être aussi en lien avec les documents de stage, les référentiels de compétences qui vont guider ce que je dois à la fois observer et ce à quoi mon stagiaire est amené à se confronter durant le stage. Et puis, évidemment, ces stages ne sont pas les mêmes selon s'ils tombent au début du parcours de formation, plutôt vers la fin du parcours de formation, et comment je le tiens en compte aussi, cette dimension, quand je définis les objectifs de formation. Bien sûr que ces objectifs de formation, ils sont en lien avec des modalités de médiation qui devraient permettre à mon stagiaire ou ma stagiaire de se former en lien avec ces objectifs. Et donc, je vais avoir à me préoccuper du dispositif qui va permettre
au mieux cette formation? Est-ce que je vais lui demander de m'imiter? Est-ce que je vais lui demander d'observer les élèves, d'observer le formateur de terrain, par exemple, qui est présent dans le stage? Comment est-ce que je vais outiller le stagiaire pour pouvoir réaliser ce dispositif de formation? Comment je l'organise? Dans quelle temporalité? Ça, c'est des questions qui vont se poser à partir de l'objectif de formation que j'ai posé. Et puis, évidemment, une fois que ce dispositif de médiation a pris place, comment j'évalue le processus de formation, comment je régule par rapport à l'objectif et aux modalités que j'ai posées, comment je fais un retour à mon stagiaire ou à ma stagiaire pour qu'il puisse avoir un aperçu de ce sur quoi il a pu progresser. Comment, si j'ai étayé, ben, je prévois le désétayage en vue d'une pratique qui devrait devenir de plus en plus autonome au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours de formation. Et si, évidemment, ces évaluations sont pas complètement satisfaisante, comment je reviens à de nouveaux objectifs de formation ou comment je reviens à de nouveaux dispositifs de formation qui devraient me permettre en fin de parcours de formation de certifier la pratique de mon ou de ma stagiaire. Et voilà, tous ces différents volets me semblent des volets extrêmement importants qu'il va falloir aussi poser auprès du stagiaire pour lui expliquer comment on va cheminer tout au long de cette progression dans le dispositif de stage. Je regarde Olivier pour voir s'il y a des questions qui sont apparues dans le chat jusqu'à présent. Non. Pas pour le moment, non. Je vais faire la déduction. Pour l'instant, c'est suffisamment clair, mais si ça ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à réagir auprès d'Olivier. Et donc, effectivement, pour penser cet accompagnement, je vais devoir penser en fait différents emboîtements de l'accompagnement et de l'évaluation dans ces activités de formation. Puisque évidemment, vous voyez bien, tout s'emboîte. Je vais évidemment avoir à accompagner et évaluer des activités de formation qui prennent place dans un dispositif qui prend place dans une dynamique plus large de formation de mon stagiaire. Et finalement, cette dynamique individuelle, c'est une partie de la dynamique collective qui va traverser tout ce dispositif. C'est-à-dire que cette dynamique individuelle, elle a une histoire, hein, une histoire d'où vient la personne avant d'arriver en stage, et puis un avenir qui n'est pas du ressort du dispositif d'accompagnement qui sera lié au parcours professionnel de la personne, mais évidemment que le stage va y contribuer largement. Et donc, on voit bien l'accompagnement, l'évaluation des apprentissages qui sont réalisés dans les stages, ce sont des activités centrales qui sont une sorte de courroie de transmission entre des préconstruits spécifiques. Alors, pour mon domaine, c'est de la profession enseignante et la personne qui va se former. Et on voit aussi ce schéma essayer de montrer que ces activités d'accompagnement et d'évaluation vont déborder parfois le cadre des activités de formation et du dispositif parce que des fois, accompagner, c'est puiser dans une sphère de la personne qui va se situer en deçà ou au-delà de son rôle de stagiaire, ou alors des fois aussi puiser dans des savoirs qui ne sont pas toujours ceux habituellement sélectionnés et transposés dans le cadre du dispositif des stages. Et là, je pense notamment à tout ce qui va être lié aux dimensions de cette personne. Et quand je veux faire apprendre une personne, évidemment, je vais avoir à prendre en compte qui elle est, pourquoi elle est, comment elle est. Et ça pose toujours la question de la limite, des fois fine, entre le développement personnel et le développement professionnel. Et donc, comment, en tant que formateur, je vais accompagner ce stagiaire? Eh bien, je vais évidemment l'accompagner par du langage le plus souvent, et puis par des entretiens qui vont faire suivre à une activité de stage, activité sur laquelle je vais essayer de revenir sur des traces observables. Alors, évidemment, ces entretiens post-activité, on va les appeler de type débriefing, sont de plus en plus prégnants dans le monde de l'accompagnement professionnel. Souvent, on vise comme objectif à favoriser le questionnement des personnes formées par rapport à une ou plusieurs situations professionnelles qu'ils ont vécues. Et depuis 20 ans,
je dirais peut-être malheureusement, on a évidemment vu beaucoup de méthodologies de débriefing arriver pour permettre ces entretiens. Elles ont des démarches différentes, elles rencontrent différents écueils, mais néanmoins, la recherche montre que cet entretien, en tout cas de type conseil, a pas suffisamment d'effets notables qui sont obtenus par rapport au fait qu'il est abondamment répandu dans toutes nos institutions de formation et qu'on y consacre toutes et tous un nombre d'heures assez conséquent. Mais en tout cas, si on reprend la littérature qu'ont documenté Sébastien Chalès et Marc Durand, euh, des effets qui sont, en tout cas pour certains types d'entretiens, pas suffisamment satisfaisants. Donc on peut se poser la question aujourd'hui, c'est quoi les enjeux autour de ce type d'entretien? Et puis, comment est-ce que peut-être, voilà, on peut prendre en compte les limites et essayer de proposer des formats qui essayent en tout cas de proposer d'autres approches que celles qui, pour l'instant, n'ont pas permis, en tout cas, d'obtenir les effets toujours escomptés. Alors, évidemment, c'est pas un constat qui est absolument gravé dans le marbre, mais néanmoins, je pense que ça vaut la peine de continuer à s'interroger sur quelles sont des approches qui peuvent nous permettre peut-être de dépasser certains écueils qu'on a pu observer dans la littérature sur ces entretiens de débriefing. Alors, pour ma part, les approches que je promeus sont des approches qui vont emprunter à l'ergonomie, qui vont emprunter aussi beaucoup à l'expérience développée par Dewey. Et puis, c'est peut-être sur ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelques pistes. Euh, Si je dois reprendre le schéma de l'enquête de Dewey à partir duquel je travaille, le schéma de Dewey nous amène à penser que l'enquête, comme une démarche de transformation de l'activité, va en fait naviguer en des situations indéterminées ou encore confuses, contradictoires, obscures, dans lesquelles le stagiaire n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, mais peut-être des fois aussi le formateur n'arrive pas à comprendre pourquoi le stagiaire fait ce qu'il fait, et comment de cette situation déterminée on peut aller en direction d'une situation cette fois-ci plutôt problématique, où on arrive à identifier ce qui va poser problème dans la relation entre, par exemple, le stagiaire et son environnement, et à partir de laquelle on peut envisager une solution qui devient possible et qui irait à l'autre extrémité dans une situation déterminée où là, on a un équilibre, un nouvel équilibre, provisoire évidemment toujours, entre l'acteur ou l'actrice et son environnement. Et cette situation sera déterminée jusqu'à la prochaine occurrence où, cette fois-ci, de nouveau, quelque chose déstabilise la relation entre un acteur et un environnement et ramène une nouvelle enquête. Donc finalement, quand je parle d'enquête collaborative, c'est comment à plusieurs, et déjà le formateur et son stagiaire, on est déjà deux, comment on peut collaborer à finalement construire ensemble des objets communs sur lesquels on va enquêter, qui peuvent nous permettre de nous transformer et de transformer en fait pour chacun, pour le formateur et pour le stagiaire, notre situation respective. Évidemment, cette enquête, elle a une volonté de produire ensemble une transformation de nos situations, et puis elle va avoir un certain nombre de principes éthiques parce que sans ça, on ne va pas pouvoir collaborer dans cette enquête. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur cette transformation des situations respectives? Parce que dans l'enquête, on ne rentre pas de la même manière selon qu'on est stagiaire ou formateur, et je pense que c'est assez important de bien thématiser ça. C'est pas parce que pendant un moment on se penche sur l'activité du stagiaire ensemble et que ça va être un objet commun d'investigation entre formateurs et stagiaires que l'on a les mêmes intérêts au moment où on rentre dans cette enquête sur cet objet commun. Le stagiaire, il va avoir beaucoup de questionnements d'ordre professionnel. Lui, il a envie d'accéder à son activité, à toute cette activité qui lui paraît encore pas vraiment toujours pleine de sens. Il va aussi peut-être vouloir voir comment d'autres s'y prennent pour exercer cette même activité professionnelle, dans l'objectif de gagner en pouvoir d'agir, de pouvoir mieux développer des stratégies face à cette profession dans laquelle il se projette, et puis surtout aussi de maintenir sa santé au travail et de pouvoir durer dans cette profession qu'il envisage. Là où, du côté du formateur,
Les questionnements qu'il va ramener dans cette enquête sont plutôt des questionnements, je pourrais dire, d'accompagnement pédagogique. Comment, en tant que formateur, je vais pouvoir saisir des dimensions qui me permettront de susciter du développement professionnel chez mon stagiaire? Comment est-ce que je peux l'accompagner pour qu'il développe des réflexions et des conceptions de sa future profession qui vont l'aider à développer des compétences et à rester en santé? Et donc, on voit, c'est pas tout à fait, même si on travaille sur l'activité du stagiaire ensemble, on vise pas tout à fait la même chose. Le stagiaire va viser à développer son activité et le formateur va viser à essayer de saisir l'activité du stagiaire, à la lui renvoyer d'une manière qui va permettre au stagiaire un développement professionnel. Et je pense que ça, c'est important parce que du coup, bien qu'on mène une enquête ensemble, on n'a pas la même activité au même moment dans cette enquête. Et ce qu'on a pu observer dans les travaux que j'ai pu mener, c'est que en tant que formateur, quand on va rentrer dans un bout d'échange avec notre stagiaire sur ce qu'il a fait, par exemple dans le stage, dans cette fameux entretien de débriefing, eh bien, on va pouvoir rentrer à différents niveaux d'échange et ces niveaux vont avoir une importance sur la capacité du stagiaire à se mettre en enquête et notre capacité en tant que formateur à susciter cette enquête. Par exemple, si j'ai observé mon stagiaire, je peux lui faire un retour sur ce que j'ai observé dans son activité de stage à un niveau descriptif, où cette fois-ci, mon effort, il va être de rendre compte de la manière la plus neutre possible sur ce que j'ai vu pendant son activité en stage. Je suis dans l'enseignement, je prends un exemple dans l'enseignement. Par exemple, je peux dire à mon stagiaire, à ce moment-là de mon observation, je vois que tu demandes à l'élève de lever la main à 3 reprises. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de faire un retour au niveau descriptif? C'est que, évidemment, on peut décrire des choses différentes de ce qui s'est passé en classe, mais a priori, il n'y a pas de conflit de description. Si je ramène une description de quelque chose que j'ai observé, mon stagiaire va pouvoir se mettre, enfin, on va pouvoir se mettre d'accord sur effectivement, à ce moment-là, il s'est passé ça. Si je ramène la même chose que j'ai observée au niveau de l'interprétation, là, je vais chercher à donner du sens ou à comprendre pourquoi le stagiaire fait ce qu'il fait. Et le même événement, je vais le ramener d'une manière un peu différente. Je peux par exemple dire, alors là, j'ai l'impression que tu as peur de demander systématiquement aux élèves de lever la main. Bien évidemment, à partir du moment où je suis sur le registre interprétatif, je vais faire enfin, je vais supposer quelque chose, je vais faire une hypothèse, et il est possible que mon hypothèse tombe à côté et qu'il y suscite un conflit d'interprétation où mon stagiaire pourrait se sentir non compris dans l'intention qu'il avait au moment de son stage. Vous me voyez arriver, troisième niveau, au niveau de l'évaluation, cette fois-ci, en tant que formateur, je vais donner une valeur, qu'elle soit positive ou négative, à l'activité de mon stagiaire en l'argumentant. Et je pourrais, par exemple, lui dire, ta manière de demander le silence ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, eh bien, le stagiaire pourrait se sentir jugé sur sa manière de demander le silence, voire dévalorisé, et ne pas du tout être d'accord en disant non, c'est pas ma manière de demander le silence qui fonctionne pas, c'est la manière des élèves de respecter ma demande. Et donc, les conflits d'évaluation sont à ce moment-là, quand je choisis de faire un retour à mon stagiaire à un niveau évaluatif, beaucoup plus régulier. Alors, pourquoi, en tant que formateur, je devrais faire attention au niveau sur lequel je fais un retour à mon stagiaire? Parce que nous avons tous, et c'est absolument naturel, tendance à, quand on fait un retour sur une activité qu'on a regardée, eh bien, à la juger. Et cette activité jugeante, qui relève de notre mode d'appréhension ordinaire du monde, hein, il est tout à fait normal, eh ben, en quoi elle va nous poser problème quand on travaille avec un stagiaire, c'est que quand le stagiaire se sent jugé, eh bien, ça va le mettre en posture défensive et ce qu'il va arriver, c'est que généralement, la préoccupation première du stagiaire va être d'argumenter pour légitimer l'activité qu'il a mise en place et non d'écouter le point de vue qu'on lui ramène à ce moment-là. Et évidemment, cette posture défensive va nous mettre en difficulté parce qu'elle n'est pas compatible avec la posture d'apprentissage. Et à ce moment-là, on va dire en tant qu'accompagnateur ou formateur, eh bien, on a un peu fermé la porte à cet apprentissage. Alors, je ne dis pas du tout ça pour dire attention, il ne faut pas à certains moments juger et évaluer notre stagiaire, mais si ça devient trop
une posture qu'on adopte trop tôt. Le problème, c'est qu'on va fermer la porte à la formation. Et donc, il me semble qu'un des premiers enjeux qu'on a en formation, en tant qu'accompagnateur, c'est d'avoir conscience que ces propos descriptifs, interprétatifs et évaluatifs vont avoir une incidence différente sur le stagiaire et d'utiliser en fait consciemment ces différents types de propos en fonction de l'effet qu'on veut générer. Si on veut générer une enquête avec notre stagiaire, alors des propos descriptifs vont peut-être être plus favorables pour susciter cette enquête que des propos évaluatifs, en tout cas d'entrée de jeu. Donc, par rapport à toutes ces dimensions-là, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dans le chat ou pas encore pour l'instant? Non, je vois Soraya Pas qui... pour le moment. Manifestement, c'est très clair. Bon. Alors, comment est-ce que je peux essayer d'aller chercher quand même de l'évaluation, puisque c'est bien ça quand même notre objectif, on veut on veut pouvoir évaluer de la progression dans les stages. Comment je peux aller chercher cette progression depuis l'intérieur de l'activité des stagiaires? C'est ce que j'aimerais maintenant peut-être vous proposer. Parce que effectivement, je suis bien dans le même objectif qui a été très bien décrit par mon collègue Serge Leblanc. Comment je vais permettre à mon stagiaire de s'interroger sur ses croyances, sur ses convictions, sur ses dispositions à agir, ses façons de faire, que des fois il a peu ou pas questionné, pour construire des problèmes professionnels qu'il rencontre dans cette entrée dans la profession et surtout comment il peut envisager des nouvelles manières, des nouveaux champs de possibles pour répondre à ces problèmes de métier et comment je peux amener finalement ce questionnement auprès de mes stagiaires sans les mettre en posture défensive. Et voilà, ça m'apparaît quelque chose qui, en tout cas en tant que formatrice, me préoccupe et m'intéresse. Et pour faire ce petit exercice, alors un des outils que j'ai pu aller chercher dans le champ de l'ergonomie, c'est une manière d'apprécier le travail réel des stagiaires, les conflits de logique, et je vais détailler ça, et les compromis pour agir avec un schéma qui, moi, en tout cas, m'est extrêmement utile et que je reprends à François Hubaut, qui l'a développé il y a déjà bientôt 30 ans de ça. Alors, François Hubaut nous dit, ben, en fait, quand on va regarder un stagiaire qui agit et lui faire un retour sur ce qu'on a pu observer, ben nous, en tant que formateurs, on a uniquement accès aux actions de notre stagiaire, à ce qu'on voit de ce qu'il fait en classe. Et ces actions, pour Hubaut, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg. C'est-à-dire que on va voir uniquement ce que notre stagiaire fait, mais on n'accède pas à pourquoi il le fait, aux raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait, et on n'accède pas aux bonnes raisons que notre stagiaire a de faire ce qu'il fait ou de ne pas faire justement un certain nombre de choses. Pour accéder à l'entier de l'activité et pas seulement aux actions, pour comprendre en fait pourquoi il met un certain nombre de compromis opératoires en place, eh bien je vais avoir besoin de récupérer pas seulement ce qu'il fait, mais aussi les raisons qu'il a de ne pas faire un certain nombre de choses. Et ça, je vais être obligée de rajouter à ce que je vois un entretien avec mon stagiaire pour aller investiguer en fait cette partie immergée de son activité. Étant donné que l'activité comprend bien à la fois les actions, mais aussi l'expérience de la personne qui travaille. Et selon Hubaut, ce n'est que si je récupère ces deux dimensions que je vais ensuite pouvoir aller m'intéresser à ce qu'il appelle le jugement d'efficacité et qu'il tient toujours avec deux dimensions. L'efficacité objective, c'est-à-dire par rapport aux prescriptions, par rapport à ce qu'on me demande de faire. En tant qu'enseignant, on me demande de faire apprendre des élèves. Est-ce que pendant ce moment que j'ai pu observer, j'ai pu assister ou pu voir, identifier des apprentissages d'élèves? Et puis, la partie plutôt, cette fois-ci, subjective, c'est-à-dire par rapport à cette personne qui travaille, à ce stagiaire, par rapport à ses conceptions du travail bien fait, par rapport à ses valeurs, à ce qu'il pense utile de faire, est-ce qu'il a pu mettre en place dans l'activité que j'ai pu observer des dimensions qui l'ont satisfait par rapport à cette dimension-là. Et sachant forcément que, et ça Hubaut le montre pour toute personne qui travaille, ça ne vaut pas que dans l'enseignement, il y a toujours un conflit de logique entre ce qu'on me demande de faire en tant que travailleur et ce qui, pour moi,
est important de faire, les valeurs que j'ai par rapport au travail qui sont bien faits, etc. Et ce conflit de logique, eh bien, en tant que travailleur, je dois toujours le trancher puisque je dois travailler et je dois trouver des compromis qui me permettent de faire, à quelque part, de poser le pour et le contre dans ce que je vais mettre en place pour essayer le plus possible d'avoir une double efficacité objective et subjective dans mon activité de travail. Et selon Hubo et selon l'approche des ergonomes, finalement, le but de la formation, c'est d'aider, alors pour ma part, c'est des enseignants, hein, mais d'aider les enseignants, les stagiaires à bouger les compromis qu'ils font pour que leur métier soit finalement un outil de développement de santé professionnelle. Et je peux toujours questionner un compromis en disant, par rapport à ce compromis, est-ce que cette activité que tu as mis en place à ce moment-là, elle est satisfaisante, non seulement par rapport à ce que tu vises à faire apprendre à tes élèves, mais par rapport à la manière dont tu exerces ton métier et à la manière dont tu peux rester en santé dans l'exercice de ce métier. Et cette approche-là, qui va donc prendre en compte la partie immergée de l'iceberg, me semble une bonne approche pour justement ne pas mettre mon stagiaire en posture défensive, mais en lui, effectivement, en lui disant, ben, je ne m'intéresse pas seulement à ce que tu fais, à la partie visible, à tes gestes, à tes communications, mais je m'intéresse vraiment à ce que tu vis, à toute cette partie invisible où j'ai besoin de prendre en compte tes préoccupations, tes attentes, tes émotions. Et pour ça, évidemment, je vais faire, alors moi, c'est un entretien d'autoconfrontation, d'autres collègues entreront par des entretiens d'explicitation, mais c'est vraiment comment j'accède à cette partie invisible de l'activité pour mieux la comprendre. Et ça m'intéresse parce que à la fois, ça me donne des informations pour moi en tant que formateur sur comment fonctionne mon stagiaire, mais c'est aussi quelque chose à partir duquel je vais pouvoir ancrer dans ma relation avec mon stagiaire un contrat sur tout ce qu'on aimerait pouvoir transformer. Et c'est vrai que ce petit schéma, moi, il peut m'aider de manière très, très factuelle ensuite à dire à mon stagiaire, bon, ben voilà, je t'ai observé pendant 20 minutes, par rapport à ce qui s'est déroulé et au compromis que tu as mis en place, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais et pourquoi? Est-ce que ce qu'on a observé pendant ces 20 minutes, par rapport à toi, enseignant, sur ton efficacité objective, est-ce que, entre ce que tu voulais faire apprendre à tes élèves, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont appris, tu dirais que c'est positif, négatif ou plus ou moins? On peut vraiment passer avec des petits signes très, très simples en disant, voilà. Et puis après, on pose la même question par rapport à la manière dont tu as pu exercer ton métier pendant ce moment-là. Pour toi, c'était OK, c'était pas OK. Et puis, on voit que des fois, l'enseignant va nous dire, bon, bah, je pense pas vraiment que mes élèves ont appris, mais moi, j'étais bien dans cette situation. Et puis, si maintenant je m'intéresse au point de vue des élèves, alors des fois, on y a accès, des fois, on n'a pas accès, mais on peut regarder, par exemple, des traces d'activité. Oui, bien, effectivement, l'élève, on voit qu'il a plus ou moins bien réussi l'exercice et puis qu'il a plus ou moins bien été en capacité de faire ce que je lui avais demandé de faire. Et donc, on peut effectivement ensuite, avec le stagiaire, se dire, ben voilà, par rapport à ces 20 minutes durant lesquelles je t'ai observé, est-ce qu'il y a un compromis qui a, par exemple, cette évaluation dans l'efficacité objective, subjective, on le retient et sinon, pourquoi est-ce qu'on ne le retient pas et par quoi est-ce qu'on pourrait, par exemple, le remplacer? Et c'est vrai que ce petit schéma, pour moi, il est aussi utile pour traiter finalement des compromis que je mets par rapport en place avec des élèves en classe que par rapport à des compromis que moi je pourrais faire en tant que formatrice, cette fois-ci, avec un enseignant, dans le cadre, par exemple, d'un entretien. Est-ce que ce qui s'est déroulé dans l'entretien, entre ce que je voulais faire comprendre au stagiaire et ce qu'il a vraiment compris, je trouve qu'on a pu avancer? Est-ce que moi, dans ma manière d'incarner ma posture de formatrice, j'ai pu être et dérouler l'entretien de la manière qui me convenait ou pas? Ce petit, finalement, outil me permet assez vite de faire un point de situation. Et voilà, ce petit schéma, par exemple, il m'amène des fois à me dire que finalement, euh, quand je mène une enquête avec mon stagiaire, ben des fois, en fait, on a des temporalités différentes et peut-être que là où moi, finalement, en tant que formatrice, je suis satisfaite parce que j'ai pu ouvrir une enquête du côté de mon stagiaire, eh bien, finalement, j'ai fait l'essentiel de mon travail de formatrice et là commence le travail du formé où, effectivement, ça va être à ce moment-là, à lui de mener l'enquête sur ce qui reste quelque chose de compliqué dans son activité. Et
ce processus finalement d'enquête, eh bien, il va favoriser, il va donner une place assez centrale à cette phase d'indétermination, parce que c'est quand mon stagiaire, il est dans cette situation indéterminée où il se pose des questions, est-ce que ce que j'ai fait, c'est pertinent, pas pertinent, est-ce que je le referai? Eh bien, c'est ce que Tievna dit, le questionnement agit comme une sorte de force motrice qui va engager mon stagiaire dans une enquête. C'est le point de départ qui va l'aider à comprendre une situation, mais produire aussi des nouvelles connaissances au sujet de cette situation. Et donc, à travers ces nouvelles connaissances, rétablir cette transaction entre l'individu et l'environnement qui lui permet de continuer à se développer professionnellement. Et finalement, comment est-ce qu'en tant que formateur, je vais pouvoir amener une enquête avec mon formé? Eh bien, c'est vraiment comment je peux réussir à faire apparaître dans l'entretien que j'ai avec lui un fait surprenant. Et ce fait surprenant, alors là, je rentre sur des concepts un peu plus compliqués que j'emprunte à la sémiotique de Peirce. Ce fait surprenant, pour moi, il est essentiel dans mon activité de formatrice parce que c'est à ce moment-là que chez la personne, je vais pouvoir générer ce que Peirce appelle un processus d'abduction, c'est-à-dire un raisonnement qui va permettre de formuler une hypothèse plausible pour expliquer ce fait surprenant. Et Peirce montre que finalement, le seul processus interprétatif qui crée des nouvelles connaissances, c'est le processus d'abduction. Parce que finalement, le processus de déduction, il part d'une règle déjà connue qui s'applique sur un cas et qui génère du coup un résultat. Et ce processus-là, eh bien, la conclusion, elle est infaillible. Donc, l'hypothèse, elle est vérifiée ou falsifiée, mais il n'y a pas de production de nouvelles connaissances. Dans l'autre sens, le processus d'induction, on part d'un cas pour arriver à une règle, eh bien, cette conclusion, elle est très faillible, elle va demander à être vérifiée. Et donc, on retient une hypothèse vraisemblable, mais il n'y a pas vraiment de connaissances nouvelles. Et Peirce nous montre que c'est vraiment dans le va-et-vient qui est généré par un fait surprenant dans la circulation entre les règles, les hypothèses et les cas, qu'on va produire des nouvelles hypothèses provisoires pour l'action et que donc ces nouvelles hypothèses, elles rendent peut-être la construction de connaissances possible. Alors, c'est compliqué, mais je vais du coup vous donner un petit exemple de verbatim pour que vous puissiez comprendre ce que je sous-entends par là. Et on va revenir dans un entretien avec une formatrice experte. Et cette formatrice experte, dont vous avez d'un côté la formatrice experte avec son petit smiley, de l'autre côté, elle est en entretien avec une stagiaire et sa formatrice dite de terrain. Chez nous, ça c'est très courant dans des entretiens tripartites où la formatrice de terrain va accompagner la stagiaire, elle l'a accueillie dans sa classe et elle va l'accompagner pendant 3 ou 4 semaines sur un stage. Et puis la formatrice universitaire, elle vient à certains moments faire des rencontres et des entretiens tripartites formatifs et certificatifs pour valider du côté de l'université la pratique réflexive du stagiaire. Et là, dans ce verbatim, on va voir une intervention de la formatrice qui justement me paraît intéressante parce qu'elle amène une enquête, parce qu'elle amène une abduction. Et la formatrice va venir en disant, je trouve intéressant la manière dont vous avez parlé de la planification, parce que vous n'avez pas dit la planification, ça marche super bien, mais vous avez dit la planification, ça m'a toujours beaucoup stressé, mais ça va mieux et ça me stresse moins. Moi, j'ai envie de creuser ça. Qu'est-ce qui fait que ça vous stresse moins? Et j'aimerais bien qu'on creuse ça. Et qu'est-ce que ça implique par rapport à vous, à votre style d'enseignement et à ce que vous pouvez en retirer pour la suite de votre carrière. Donc, on voit la formatrice qui choisit d'axer sur la planification, mais pas seulement sur la planification comme produit, mais la planification comme processus. Qu'est-ce que ça génère chez vous? Ça vous stresse? Vous dites ça me stresse, vous dites que ça va mieux, ça vous stresse moins. Creusons ça. Et là, on va voir la stagiaire qui va rentrer en fait dans cette proposition de la formatrice. Elle va dire, ce qui me stresse moins, c'est le fait, j'ai plus besoin de tout prévoir à la seconde. Et je laisse plus de place à ce qui arrive au fur et à mesure de la journée. J'arrive à lâcher prise, par exemple ce matin, etc. Et
elle termine en disant, je dirais que j'ai plus de confiance. Avant, j'avais peur de ne pas savoir faire si jamais il y avait quelque chose qui n'était pas prévu. Et puis maintenant, quand quelque chose n'est pas prévu, j'ai plus confiance, je me sens plus prête à gérer ce genre de moment grâce à un gain de confiance. Et quand on va essayer de questionner cette formatrice experte sur mais pourquoi tu amènes ta stagiaire sur ce terrain-là et qu'est-ce que tu cherches à faire? Et là, effectivement, on est dans le cadre d'un entretien d'autoconfrontation de cette formatrice experte. Eh bien, elle-même, elle va nous dire, eh bien, c'est ça qui m'intéresse. Elle parle d'un problème de gestion de temps, mais finalement, ça va peut-être bien avec les élèves, ça va, mais elle dit je suis trop impliquée, ça c'est trop vague, mais quand elle finalement elle parle de son stress, eh bien elle parle de stress qu'elle avait pas, et donc je vais venir sur cette dimension où il y a de l'émotion, il y a quelque chose, elle dit il y a un truc qui la surprend, non seulement elle, mais qui me surprend moi, enfin pas qui me surprend, mais qui me fait me dire yes, j'y suis. Et c'est vraiment ces moments d'entretien, et je terminerai là-dessus, ces moments d'entretien où finalement, il y a une ouverture d'enquête de développement professionnel au moment où, dans cette enquête, il y a un moment d'indétermination qui est reconnu comme significatif à la fois par le formateur et le stagiaire, qui finalement surprend le stagiaire, surprend le formateur, mais surprend le formateur parce qu'il sait que c'est quelque chose qui devrait se passer dans ce moment d'entretien, qui est quelque chose d'important. Et ce fait surprenant, quand il est généré, finalement, il ouvre cette enquête réflexive, potentiellement transformatrice, et il permet finalement aux deux personnes, aux stagiaires comme aux formateurs, à participer ensemble à un même processus réflexif continu qui va rendre l'activité l'un de l'autre, je dirais, positivement interdépendante et qui va finalement favoriser davantage finalement un processus de développement plutôt qu'un produit où en tant que formateur, on ne va pas juste se dire, ah bah tiens, j'ai une case à cocher, il a parlé de la planification. Non, on a parlé de la planification, mais de la planification comme un processus. Et qu'est-ce que ce processus de planification génère finalement chez la stagiaire et va lui permettre de non seulement avoir une planification plus efficace pour les élèves, mais une planification plus efficace pour elle aussi dans son vécu, une planification qui la stresse moins, qui va lui permettre de mieux durer dans la profession. Et finalement, on voit à ce moment-là de l'enquête que le fait que la formatrice ait été chercher la stagiaire là-dessus n'est pas du tout vécu comme quelque chose de problématique pour la stagiaire. Elle ne se met pas en posture défensive, mais au contraire, elle donne beaucoup plus à la formatrice de pistes pour l'accompagner dans cette enquête qu'elle mène sur une activité essentielle dans la profession d'enseignant, qui est effectivement l'activité de planification. Et donc voilà, je voulais terminer là-dessus pour vous montrer finalement comment il me semble que dans cette approche-là de l'activité d'accompagnement, eh bien, on peut peut-être amener non pas des processus qui mettent des stagiaires en posture défensive, mais qui les mettent plutôt en posture d'enquête. Et puis, en tant que formateur, quand cette enquête est amenée, alors des fois, elle va se poursuivre après notre entretien, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, mon job de formateur est fait. J'ai permis à la personne de se donner les moyens d'enquêter sur une dimension de son activité professionnelle. Et j'échange volontiers avec vous là-dessus ou sur d'autres dimensions de la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Valérie. Peut-être on va arrêter l'enregistrement.